bonsoir, je suis ravie de vous accueillir au 5e Forum international de la cybersécurité. Bonsoir. Bonsoir. Hervé Schauer, vous êtes dirigeant et fondateur de la société HSC et nous parlons dès à présent du marché de la sécurité. Alors, ce marché est en forte croissance, on a cru le comprendre au travers de cette journée. Pourquoi les acteurs de la prestation de services sont de plus en plus nombreux ? Et aujourd'hui, on peut se poser la question comment, en pleine crise, un marché est en croissance, alors que la sécurité des systèmes d'information, ça fait pas partie du must-have. Les gens ont besoin de manger, ils ont besoin de se déplacer, mais ils n'ont pas du tout besoin pour vivre de sécurité des systèmes d'information. Et même une entreprise aujourd'hui, eh bien, quand elle doit faire des économies, elle va prendre des risques. Et donc, typiquement, sacrifier l'antivirus qui n'est pas directement nécessaire et utile à la productivité, au fonctionnement de l'entreprise, et sacrifier à tout ce qui coûte de l'argent et qui n'est pas directement utile. Alors en fait, c'est à mon avis l'ensemble du carcan législatif où il y a une concomitance de tout un tas de nouveaux règlements qui fait qu'il y a plein de gens qui tenaient pas du tout compte de la sécurité des systèmes d'information auparavant, qui maintenant en tiennent compte. On a eu simultanément, par exemple, PCI DSS, qui est la sécurité des cartes bancaires, qui a commencé à arriver sur des grosses PME, PMI, qui n'avaient pas de responsable sécurité, qui ont besoin de manipuler les informations issues des cartes bancaires, et qui se sont retrouvés avec leur banque, faisant l'intermédiaire avec les émetteurs de cartes, leur imposant la conformité au référentiel PCI DSS. C'est plutôt une bonne chose. Alors, c'est une bonne chose pour ces entreprises qui sont certes des grosses PME, mais qui n'avaient encore jamais fait de sécurité. C'est des gens qui viennent à la sécurité, qui demandent de l'aide, et c'est des gens nouveaux. On a le ministère de la Santé qui a fait un hébergement pour les données de santé. Alors, c'est de l'autodéclaration. On a vu avec les contrôles de la CNIL que les autodéclarations étaient très souvent complètement fausses. Mais malgré tout, il y a des gens qui l'ont pris au sérieux. Et il y a des tas de gens qui se sont mis à faire de la sécurité. Or, les hébergeurs de données de santé, le monde de la santé en général, est quand même très neuf à la sécurité de l'information. Donc, c'est des gens qui n'avaient jamais fait de sécurité avant. Ça a fait plein de gens nouveaux. On a les OIV. Il ne faut pas oublier que les opérateurs d'importance vitale qui ont été imposés par le gouvernement, qui reçoivent des directives nationales de sécurité, il y en a un certain nombre important d'entre eux, qui est aussi surprenant que ça puisse paraître, parce que c'est des gens fondamentaux pour le fonctionnement du pays, n'avaient pas encore de responsable sécurité. Donc c'est des nominations de poste, c'est des gens qui achètent des audits de sécurité pour la première fois, etc. On a aussi le RGS, le référentiel général de sécurité, qui n'a aucun effet et dont personne ne tient compte, même s'il est d'application en 2013. Mais il y a quand même un soubresaut. Aujourd'hui, le nombre par exemple, de conseils généraux, c'est facile, il y en a une centaine. On peut facilement faire le pourcentage de ceux qui ont un responsable sécurité. C'est encore une petite minorité. Donc, puisque tous, ils doivent respecter ce référentiel général de sécurité qui est très simple, mais qui va quand même demander à avoir un responsable, même s'il n'est pas à temps plein. On sent encore toute la croissance qui est possible. Et puis quand on va sur les communautés de communes et ces gens-là, et d'ailleurs peu de gens se posent la question de la sécurité de leur état civil quand ils vont à leur mairie. Mais enfin, on pourrait se la poser, parce que c'est pas toujours correctement protégé. Donc on a toutes ces choses-là qui sont arrivées un petit peu dans une même période, et encore beaucoup d'autres que j'ai pas citées, qui font que ces impératifs, ces obligations ont commencé à faire peur aux dirigeants. Et le dirigeant, lui, ce qu'il veut pas, c'est être mis en examen, être convoqué par un juge. Et c'est finalement grâce à cet arsenal législatif que la sécurité des systèmes d'information se retrouve en croissance en période de crise. C'est exactement le... Donc vous êtes plutôt optimiste? Alors, je suis optimiste parce que je constate la croissance du marché, et c'est pour ça que c'est le bon moment pour créer sa société, qu'il y a énormément de création de nouvelles sociétés. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'ingénieurs compétents. Donc il y a une pénurie d'ingénieurs sur le marché, pas du tout parce que l'enseignement manque d'enseignement en sécurité. Ça n'a aucune importance et aucun intérêt, contrairement à ce que beaucoup croient. Non, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs de qualité. Il y a effectivement peut-être pas encore énormément de ces ingénieurs qui s'intéressent au sujet de la sécurité. C'est quand même un domaine où il faut être curieux, il faut être passionné. Aujourd'hui, on a tout de même vu plusieurs écoles, en fait, notamment nous parler du lancement de leur master en sécurité. Les masters en sécurité se sont démultipliés pour des raisons financières, pour
gagner de l'argent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un immense marché du master en sécurité. Vous avez même des universités qui ont passé leur enseignement en anglais pour faire venir à leur master sécurité des Émiratis qui payent très cher un diplôme français. Ces enseignements ne servent à rien et polluent le marché. Je le dis avec d'autant plus de liberté que dans les années 90, j'ai milité pour l'existence d'un enseignement en sécurité. J'ai participé aux tout premiers enseignements. À l'époque, il y a eu 3 masters au CERAM à Sophia Antipolis qui n'existent plus, à l'ENSTA avec Polytechnique et ce qui était à l'époque Thomson, aujourd'hui Thales, qui n'existe plus, mais qui était un master d'une très très grande qualité, malheureusement soumis à une habilitation confidentielle défense qui a causé sa perte, et puis le master Subtélécom Paris qui existe toujours. Ces masters étaient utiles dans le contexte de l'époque, au début des années 90, ça a été créé en 91-92 et j'y ai participé. Aujourd'hui, tous les masters sécurité ne servent absolument à rien parce que la sécurité, ça s'apprend très facilement en entreprise. J'ai pas besoin que les gens sachent ce que c'est qu'une appréciation des risques, la confidentialité ou comment on organise un firewall. Dès l'instant que les gens sont sensibilisés au sujet de la sécurité, les étudiants, ils vont avoir la passion, et ils vont se documenter par eux-mêmes sur Internet. Il y a besoin d'aucun enseignement pour ça. Par contre, les étudiants, il faut qu'ils sachent administrer des systèmes informatiques. Il faut qu'ils sachent programmer correctement. Puis il faut qu'ils sachent écrire français. Aujourd'hui, c'est très rare les ingénieurs qui savent écrire français. Il faut qu'ils sachent faire des comptes rendus, faire des synthèses. Et là, finalement, on a beaucoup de difficultés à recruter sur les fondamentaux. Donc moi, ce que je demande, c'est aux écoles et à l'enseignement supérieur d'apprendre aux gens les fondamentaux. Il y a plein de gens avec des diplômes d'ingénieurs qui sont obtenus uniquement en pompant, qui ne connaissent rien à l'informatique, pour des écoles d'ingénieurs parfois très réputées. Les profs ne voient absolument pas qu'il y en a certains qui pompent, qui n'ont mené à bien aucun projet, c'est tous les autres qui ont fait le projet. Puis il y a un problème de français. Nous, on produit du papier, on fait du conseil, on fait de l'audit, on doit faire des présentations. Là, les aspects écrits ou les aspects théâtre sont malheureusement défaillants dans l'enseignement actuel. Et c'est ça qui pose problème aux sociétés. On n'a pas du tout besoin d'enseignement de la sécurité. La sécurité, ça s'enseigne beaucoup trop facilement en formation continue, beaucoup trop facilement par soi-même parce qu'on est curieux et qu'on regarde sur Internet. Donc c'est pas du tout ça dont on a besoin. On a besoin d'une sensibilisation au sujet pour que ceux qui en seraient passionnés, qui s'en seraient pas aperçus, puissent s'en apercevoir, mais pas du tout d'enseignement spécialisé. L'objectif de tous ces enseignements, aujourd'hui on a plus de 15 masters en sécurité en France qui ne servent absolument à rien, c'est juste de se vendre très cher et de faire du pognon. Que ce soit clair, ça n'a pas d'autre objectif, ça ne cherche pas à rendre le marché meilleur ou à avoir des meilleurs ingénieurs. Bon, et bien avec un tel propos, on va quand même continuer, parce que j'ai reçu quand même plusieurs écoles cet après-midi, qui d'ailleurs étaient un peu parrainées avec la Gendarmerie nationale ou d'autres organismes d'État. Donc, comment vous considérez le principe ? Mais nous, on participe à toutes ces écoles. S'ils nous demandent on donne des cours dans plein d'écoles, on ne va pas refuser de jouer notre rôle social. Mais ces élèves et ont notre rôle dans la société. Ces étudiants, ces chercheurs, ces ingénieurs. Mais les bonnes écoles, c'est toujours les mêmes. Il y a du meilleur comme le pire de toutes les écoles. Il y a quelques écoles où on n'est jamais déçu. À partir de Subtélécom Paris, Supélec, Centrale, Polytechnique et Normal Sup, on n'est pas trop déçus. Mais en dessous, c'est la loterie. Et il sort le meilleur comme le pire. Donc il y a un vrai problème de contrôle continu et de surveillance des étudiants dans ces écoles. Moi, j'ai eu des gens en entretien qui ne connaissaient rien à l'informatique, en ayant fait des écoles très prestigieuses où ils avaient vraiment appris l'informatique, fait des projets de programmation et des choses comme ça. En réalité, ils n'avaient rien fait. Donc là, il y a quand même un problème de fond sur ces écoles. Après, sur les masters sécurité, et bien sûr, toutes les sociétés ont intérêt à les parrainer. C'est très facile d'avoir le parrainage de tout un tas d'institutions publiques. J'ai aucun problème avec ça. Et nous-mêmes, on va pas du tout les refuser de donner des formations dans ces écoles. On donne des formations dans plus d'une vingtaine d'écoles ou universités. Mais vous recherchez vous-même, en fait, probablement à travers ces écoles et ces partenariats, à recruter peut-être de nouveaux ingénieurs. Bien sûr, toutes les SS2I se précipitent à donner des cours dans les écoles. Il y a même des SS2I qui font des concours, de celui qui arrivera à recruter le plus de stagiaires et qui gagne des voyages au bout du monde avec sa copine. Non, bien sûr, c'est assez caricatural. Mais aujourd'hui, on recrute des jeunes, on arrive à les trouver, les jeunes. La difficulté, c'est les gens un peu expérimentés. Les gens un peu expérimentés aujourd'hui, ils ont été mangés par les services de l'État. La NSSI
un rôle régalien très important et fondamental. Et pour moi, c'est vraiment critique qu'elle joue ce rôle. On est sur un marché sur lequel la plupart des responsables sécurité ne peuvent pas dignement faire la différence entre un prestataire et un autre. Donc la NSSI a plein de rôles importants à jouer. Maintenant, cela dit, c'est vrai que parfois on a le sentiment que l'intelligence française à la NSSI a un peu baissé en productivité par rapport à ce qu'elle faisait dans le privé. Donc il y a besoin d'un encadrement, d'une gestion des ressources humaines certainement plus forte et plus sévère à la NSSI, de manière à ce que les gens qui soient à la NSSI donnent le meilleur d'eux-mêmes et travaillent autant que lorsqu'ils étaient dans le privé. Moi j'en ai bientôt 5 qui sont à la NSSI, 2 à l'Argel, 1 au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Défense. De libérer ces ingénieurs? Non, je demande pas de libérer. Je demande de les utiliser au moins autant que ce qu'ils produisaient dans le privé. Parce que si les gens qui vont à la NSSI, qui sont très nombreux et qui représentent une intelligence tout à fait extraordinaire, des compétences les meilleures qu'on puisse avoir au niveau français, si ces gens-là finalement vont à la NSSI parce que le travail est plus cool, on a plus de temps pour s'amuser, ça sont pas des bonnes raisons. Peut-être aussi pour réfléchir. Et oui, peut-être aussi pour écrire. Vous croyez que dans le privé, on réfléchit pas? Si, mais bien on sûr, a d'autres contraintes. Nous, on sait ce que c'est qu'un client, on sait ce que c'est qu'un délai, on sait ce que c'est qu'un certain nombre d'impératifs et d'objectifs. Et c'est vrai que je pense que il y a une productivité qui aujourd'hui, ça peut changer, n'est pas la même. Donc, pour moi, c'est important que la NSSI, quand elle prend les ressources du privé, c'est pour s'en servir avec la même optimisation dans le public. Sinon, ça vaut pas le coup et ça sert pas du tout la France. Moi, j'étais habitué à ce que les gens restent 6 ans. Aujourd'hui, ils restent plutôt 4 ans en moyenne. En moyenne. Ça, c'est une chute qui est gigantesque à l'échelle d'une entreprise. Parce que c'était justement entre 4 et 6 ans que les consultants étaient capables de transmettre leur savoir-faire aux autres, leur méthodologie aux autres, le métier aux autres. Donc, le fait qu'on ait eu cette chute, c'est douloureux pour l'ensemble des sociétés de conseil, d'audit, d'expertise en sécurité, pas simplement la mienne. Et je pense que c'est important de réfléchir à ça et de gérer les relations entre public et privé intelligemment par rapport à ça. Alors il n'y a pas que la NSSI. Moi j'ai 4 consultants et j'en ai un 5e bientôt qui fuit en Australie. Donc ça c'est un problème géopolitique beaucoup plus large. Il y a des Africains qui souhaitent travailler en France. Les Français ils souhaitent travailler en Australie. La monnaie est plus forte, la croissance, enfin tout marche mieux en Australie, il n'y a aucune crise. Et il y a un manque d'informaticiens là-bas. Donc il y a d'autres phénomènes. Après quand on voit Apple ou Google créer des équipes sécurité en France, ça fait aussi réfléchir. C'est-à-dire que ça montre à quel point on a des très bons ingénieurs. C'est des sociétés qui regardent pas le prix, mais qui regardent là où les ingénieurs sont les meilleurs. Or, ils ont créé des équipes d'abord crypto et aujourd'hui sécurité en France. Ça montre que on a des bons ingénieurs malgré tout ce que j'ai dit tout à l'heure et qui sont vus parmi les meilleurs depuis les États-Unis ou la Californie. Très bien. Donc Hervé Schauer, un mot pour conclure? Pour conclure, je pense que la sécurité des systèmes d'information est vraiment un super secteur dans lequel être. Parce que se retrouver en pleine crise dans le seul secteur qui est en croissance et dans le seul dans lequel l'État crée des postes nouveaux, ne se contente pas de recruter pour remplacer, mais crée des postes nouveaux, parce qu'il y en a à la DGA, à Rennes, il y en a à la DGSE, il y en a à la NSSI, il y en a à l'Argel, il y en a à la CNIL. C'est quand même tout à fait incroyable. C'est-à-dire, moi, quand je me retrouve en société, je suis au milieu de gens qui ont plein de difficultés dans leur métier. Moi, je suis le seul qui est dans un secteur en croissance où même l'État recrute. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'estimer heureux. Merci. On va terminer sur cette note de bonheur. Merci, Hervé Schauer. Merci beaucoup.